Bonjour à tous, maintenant que vous savez normalement et que vous avez bien compris la partie sur les décompositions des vecteurs, que ce soit vitesse ou force, donc vous pourrez même mettre position, peu importe, eh bien il est temps de mettre ça en pratique dans un exercice. Alors je vais utiliser un exercice sur utilisant la mécanique de Newton, donc seconde loi de Newton, et j'essaierai de faire en sorte de rappeler un petit peu les choses, même si c'est pas très compliqué, vous allez voir. Donc ça fera un petit point de cours, en même temps un petit exercice, et on va partir sur le même exercice un petit peu que celui que je vous avais dit par rapport à la pente par rapport à un skieur et une pente. Donc l'exercice il est le suivant, ici j'ai l'horizontale, ici j'ai une pente, et cette pente elle est inclinée d'un certain degré qu'on va appeler alpha, et par exemple cette pente, on va dire qu'elle vaut 6%. On va garder ça en tête pour l'instant, 6%. Ça nous permettra de trouver alpha. Pour l'instant, je ne m'y intéresse pas. Admettons qu'on ne sache pas encore ça. Ce sera juste pour vous en parler, pour vous expliquer comment on fait pour trouver du coup l'angle suite à ça. Ok. Ce petit problème se fait donc avec ici un petit solide. Ce solide, pour l'instant, on va supposer qu'il peut descendre sans force de frottement. On verra après si on fait une supposition sur les forces de frottement. Ça va compliquer un petit peu les choses, même si, bon, ça pourrait... c'est encore faisable quand on suppose des frottements fluides. Et puis, la base, on vous dit, bah, vous choisissez celle que vous voulez. La question, c'est la suivante. Déterminer l'équation horaire du mouvement et éventuellement déterminer, sachant que je pars ici à l'altitude... je ne sais pas, une altitude de 100 mètres par exemple, je ne me rends pas compte si c'est beaucoup ou pas, à une altitude de 100 mètres, j'aimerais savoir, question finale, à quelle vitesse j'arrive, oups, c'est pas ça du tout que je voulais, question, à quelle vitesse finale, VF, quelle vitesse j'arrive au final. Voilà, bon, ça peut être une question intéressante, on se posera tout ça, mais d'abord évidemment il va nous falloir trouver les équations horaires du mouvement. On se serait guidé un petit peu, d'accord. Ici, on est dans une vidéo, donc on essaye de faire en sorte que ce soit plus naturel. Alors, la base, on l'a choisie comme on veut. Est-ce que je vais prendre une base comme ça ou une base plutôt comme ceci? Comme je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, je vais plutôt prendre une base comme ceci. Donc, avec un axe qui est ici, l'axe de la pente, en fait, X, et ici, un axe Y. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est super intéressant de faire ça parce que du coup, tout mon mouvement va se dérouler seulement selon l'axe des X. Ça veut dire quoi? Je vais bien sûr vous noter l'équation selon Y, mais on va vite comprendre que du coup, la partie selon Y ne sert à rien et on verra pourquoi. Première chose à faire, définition du système. Le système, c'est quoi? Bah, le système, c'est mon petit machin là ici, ma petite malle, mon skieur, allez, même si ça n'a pas de tête de skieur, mon skieur qui est en train de dévaler la piste. Ok. Dans quel référentiel j'étudie ça? N'oubliez pas le référentiel, c'est important. J'étudie le mouvement dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Pourquoi supposé galiléen? Parce que sinon on va être embêté avec ce qu'on appelle des forces d'entraînement, des forces d'inertie, et donc ça sera un problème. Et même si ça se résout, mais ce serait un problème. La chute, on suppose qu'elle dure suffisamment peu de temps pour considérer que pendant ce temps-là, la Terre ne s'est pas mise à tourner de trop à ce moment-là et qu'il n'y ait pas eu de forces d'inertie qui sont à prendre en compte pour la trajectoire. Bon, ok. Maintenant, faisons un bilan des forces. Une fois que vous avez fait ça, vous faites le bilan des forces. Quelles sont les forces qui s'exercent sur mon système? Faites attention, n'en oubliez jamais. Alors, il y en a une qui est évidente, qui est toujours la même, le poids. Celle-là, généralement, vous ne l'oubliez pas. N'oubliez pas qu'elle est verticale, dirigée vers le bas. Ensuite, éventuellement, il pourrait y avoir des frottements. Les frottements, ils iraient vers la gauche et vers le haut. Pourquoi? Ils seraient tangents à la trajectoire et ils empêcheraient le mouvement. C'est le but des frottements. Ils sont là pour freiner et non pas pour être moteur. Ok. Et enfin, on n'oublie pas celle-là parce que s'il n'y a que ça, j'ai la chute ici. Donc, il y a aussi la réaction du sol qui, elle, est comme très souvent, enfin comme toujours d'ailleurs, perpendiculaire au support sur lequel est posé mon skieur. Ok, super. Avec ces deux forces, déjà on voit une chose qui est super intéressante. Est-ce que ces deux forces sont sur des lignes, sont sur une même ligne, sont portées par une même droite? Non. Ce qui veut dire que je vais forcément avoir un mouvement. Si je fais ici la somme des deux forces, donc P comme ça, et qu'au bout je mets R, je suis donc parti d'ici pour arriver ici,
J'ai donc une force globale hein, qui va être finalement comme ceci et qui va me faire dévaler la piste. Ça me prouve bien aussi en passant que, on suppose qu'il n'y a pas de frottement, hein, que mon mobile ici ne va pas spontanément monter ici ne va pas monter spontanément la piste. Ça c'est déjà un premier constat. Pas important comme ça, mais au moins pour avoir l'intuition physique. C'est toujours important d'avoir, au-delà des mathématiques, hein, les mathématiques c'est juste l'outil, la physique c'est votre cerveau. Donc il faut d'abord comprendre et après on utilise les mathématiques. Donc j'ai deux forces, ok super. Je sais que je vais devoir me décomposer ça dans ma base x, y et pour ça, bah, bien sûr, c'est pour ça qu'était faite la première vidéo. On va être parti sur une décomposition des forces, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Ici, R est très facile puisque est dirigé directement selon Y. Donc R la réaction n'a pas de composante selon X et sera noté R comme ça. Est-ce que j'ai un moins? Non, parce que R va vers le haut, Y va vers le haut, tout va bien, c'est terminé. Le poids, je vous refais rapidement le topo, hein, mais je vous rappelle que ici, cet angle-là, c'est aussi alpha. Hein. Pour le prouver, je vous rappelle qu'on se met dans un triangle rectangle fermé grâce au vecteur P, que ici c'est 90 moins alpha, que ça fait 90 degrés, donc ça fait forcément alpha. Je vais vite. Ici, le poids est vers le bas. Pardon, avant ça, l'angle alpha est collé entre P et l'axe Y, ça c'est l'axe Y, hein, d'accord? Y. Donc du coup, comme il est collé, cosinus. Donc ici, je vais avoir P cosinus alpha. Et là, du coup, forcément, P sinus alpha. Une fois que j'ai ça, je vois que mon vecteur P descend. Or, mon vecteur de base Y monte. Donc, j'ai un moins ici. Je vois que mon vecteur P est dirigé vers la droite. Donc, plus. Voilà, ma décomposition des forces est terminée. Je l'ai mal fait ici, hein, mais je pars à 100 mètres. Normalement, le mobile, j'aurais dû le faire ici, mais là, je le fais à un moment donné T quelconque, c'est pas très grave. Hein. Faut juste retenir ça pour les conditions initiales quand même. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh ben, c'est là où rentre un petit peu le cours, au cas où vous ne l'auriez pas bien compris, celui-là, c'est très facile. C'est la seconde loi de Newton que je vais appliquer ici. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette loi-là? Elle me dit que donc, il faut que je sois dans un référentiel galiléen. C'était le cas, c'est pour ça que je l'ai précisé. J'ai défini mon système, j'ai défini des forces. Dans de telles conditions, on me dit que cette loi me dit que la somme des forces extérieures au système que je suis en train de regarder est égale à la masse du système multipliée par l'accélération du système. La somme des forces extérieures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à l'intérieur il se passe des choses, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ça qui va influer l'accélération de mon système. Ok? Bon. Et ben les forces extérieures, c'est quoi? Bah, le poids. Hein, le poids s'exerce à l'extérieur sur mon système en entier et du coup va être une force extérieure. La réaction du sol, de la même façon, ce n'est pas une force qui est à l'intérieur, c'est une force qui apparaît suite au contact avec autre chose qui est à l'extérieur du système. Et bien donc du coup j'ai deux forces ici, j'ai le poids et j'ai la réaction. N'oubliez pas, c'est une somme, hein. C'est normal qu'il y ait un plus ici. Ne commencez pas à vous dire tiens j'avais un moins là donc je devrais mettre un moins, non. C'est une somme vectorielle, je garde la somme. Un vecteur peut avoir des composantes négatives, oui, mais là je fais la somme de vecteurs, je suppose rien du tout sur le signe des vecteurs. Est égal à la masse fois l'accélération. Ok, soit. Une fois que j'ai fait ça, je ne peux pas résoudre ce truc-là comme ça. Ça, c'est le problème du vecteur. Donc je vais devoir décomposer, je n'écris pas tout ça, mais là on devrait écrire normalement, décomposons selon l'axe X et selon l'axe Y. Je vais mettre un slash X ici, un slash Y ici. P selon X. Maintenant, je vais prendre la décomposition selon X de mon vecteur et s'il est négatif, je vais le mettre. Donc P sinus alpha plus R qui vaut 0 est égal à la masse de mon système multiplié par AX, la composante X de l'accélération. Est-ce que je mets un moins? Est-ce que je mets un plus? Je ne mets rien du tout. Si ça se trouve, l'accélération est négative. Dans ce cas-là, AX sera négatif. Ce n'est pas un problème. Si je mets moins comme ça suppose du coup que si A est négatif, j'aurai un résultat positif. Je m'embête pour rien. Non. Si j'ai une accélération négative, j'ai une accélération négative. Et dans ce cas-là, je suis en train de freiner. Mais bon, physiquement parlant, il n'y a pas de problème là. Je me doute bien que je vais accélérer. Donc l'accélération va forcément être positive. Mais pas besoin de préjuger d'un quelconque signe. Si A avait été négatif, A aurait été négatif et puis tant pis.
On ne met pas de signe moins en se disant oui, au fait, ça va certainement être négatif, donc du coup, je vais mettre un moins d'abord. Non, on laisse comme ça. Ça me rappelle d'ailleurs que je vous ferai aussi un exercice sur la force d'un ressort. Ça, c'est souvent un problème pour vous. Et maintenant, selon R, hein, moins P cos alpha plus R égale M à Y. Ok, super. Alors, qu'est-ce que je fais de ça? Là, un minimum de physique pour comprendre. Je sais que selon Y, il n'y aura pas de mouvement. Je sais que Y de T est égal à 0. Quoi qu'il arrive, c'est obligatoire. Mon skieur ne s'amuse pas ici à faire des sauts, hein, comme ça. Non. La réaction du sol vient exprès compenser le poids, cette partie-là du poids. Elle ne compense pas tout le poids, elle compense juste la partie verticale du poids, enfin la partie en Y du poids. Donc Y de T avec le temps est égal à 0. Mais si Y de T est égal à 0, alors la vitesse qui est la dérivée de la position en fonction du temps est aussi égale à 0. La dérivée d'une constante est égale à 0. Donc l'accélération en fonction du temps est bien sûr égale à 0, puisque l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse qui elle-même est égale à 0. Bon, bah ça fait 0. C'était le but, hein. Vous voyez pourquoi maintenant, et là vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, mais attends, il y a un problème là, parce que si j'avais pris cette base-là, l'accélération selon Y, elle n'aurait pas été nulle. Est-ce que du coup, ça veut dire que je suis en train de faire n'importe quoi? Non. Je suis juste en train de décomposer mon mouvement dans une base beaucoup plus claire, beaucoup plus facile. Rappelez-vous, toujours décomposer dans une base la plus simple possible. Jamais se dire « ouais, mais là j'ai un angle, etc. Ça va être le bazar pour mes forces. » Non, je regarde ici toujours d'abord la base dans laquelle le mouvement se fera le plus facilement possible. Mais comment je le sais avant d'avoir fait les calculs? C'est là qu'il faut l'intuition physique. Donc là, l'intuition, elle me dit que le mouvement va se faire comme ça, donc que ça me permet, en créant cette base-là, d'éviter d'avoir un mouvement selon Y. Donc en fait, là, ça me dit quoi? Ça me dit simplement qu'en fait, je vais avoir R qui va être égal à P cos alpha. Oui, bon, ça, on s'en doutait un petit peu, hein. Quand je suis debout, comme ça, sur le sol, R est exactement égal à mon poids. Si je me mets à 45 degrés, eh bien du coup, j'aurai une composante, la réaction du sol ne sera pas exactement égale à mon poids, mais sera égale à la partie selon la verticale de mon poids. Bon, ok. Donc ça ne me sert à rien. Enfin, ça ne me sert à rien. Je pourrais sortir quoi de ça? Je pourrais dire que R sur P égale cos alpha. Bon, pas super utile, hein. Une fois que j'ai ça, je vais devoir effacer là. Tiens, je vais continuer ici. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire, donc du coup, je peux m'intéresser qu'à la partie selon X, que P sinus alpha est égal à M à X. Oui, mais P, c'est quoi? C'est le poids. Et le poids, c'est M fois G. Donc M, tiens, mais M, c'est quoi? C'est la masse de mon système qui est déjà là. Donc je vais avoir M fois G fois sinus alpha est égal à M à X. Ce qui veut dire que du coup, je peux enlever les M. Et donc, je vais avoir AX égale G sinus alpha. Super. Bon, on s'en doute un petit peu, hein, que l'accélération de ma chute, sachant qu'il n'y a pas de frottement, elle va directement dépendre de la gravité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginer que Jupiter soit une planète rocheuse dorénavant. La gravité sur Jupiter, elle est énorme par rapport à la Terre, je ne sais plus combien de fois. Ça veut dire qu'en fait, vous feriez du ski sur Jupiter, vous iriez beaucoup plus vite, vous auriez une beaucoup plus grande accélération que sur la Terre, et donc forcément sur un temps plus long, vous iriez à la fin beaucoup plus vite. Bon, petite conséquence intéressante. Ok, donc du coup, qu'est-ce que je fais de ça? Maintenant, c'est le travail qu'il va falloir faire à chaque fois, chaque exercice de mathématiques, de mécanique, pardon, quasiment en terminale, en tout cas c'est comme ça. AX, c'est quoi? C'est l'accélération. L'accélération, c'est la variation de la vitesse par rapport au temps. Et la variation, c'est la dérivée par rapport au temps. Donc du coup, l'accélération, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps. Là, je suis juste en train d'écrire la même chose que ce que j'ai écrit au-dessus. C'est juste que là, je suis en train d'écrire que AX est en fait une dérivée d'une vitesse. Ce qui me permet de faire quoi? Intégration. Vx de t est donc égal, si je cherche du coup la primitive ici de dvx sur dt par rapport au temps, c'est Vx, en fait, hein, j'enlève les d finalement.
Oui, mais là, j'avais une constante. Donc, une constante que j'intègre, je me rappelle, ça fait une fonction linéaire. Alors, avec la constante éventuellement à l'origine, ça me fait une fonction affine. Je vous la refais là, hein, mais si j'ai x et que vous voulez dériver x, bah, ça fait 1. Si j'ai 2x, ça fait 2. Mais si j'ai 2, c'est quoi sa primitive? Bah, c'est 2x. Donc, c'est ce travail-là que je fais. Je ne fais pas la dérivée, je la fais dans l'autre sens. Donc, ça fait g sinus alpha fois t. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, vous reprenez ça et vous le redérivez, vous regardez si ça tombe bien la même chose. G sinus alpha fois t, si je redérive ça, est-ce que je retombe bien là-dessus? Oui. Et là, vous allez me dire, oui, mais comment je sais que alpha, c'est une constante parce que c'est inconnu? Ben non, c'est pas si inconnu que ça. Et puis, est-ce que la pente, elle a une raison particulière de changer? Je suis en train d'évaluer une montagne. Est-ce que ma montagne, d'un seul coup, elle change la pente en fonction du temps? Normalement, non. Hein. Ça a assez peu de chances d'arriver. Est-ce que c'est tout? Non. Il y a une constante à prendre en compte. Si je veux l'ensemble des primitives, cette constante peut être nulle. Justement, on va répondre à cette question. Cette constante, elle est égale à quoi? Cette constante, c'est la vitesse à l'origine. Comment je le sais? Parce que si je regarde la vitesse initiale, Vx de t égale à 0, ça c'est égal à 0. Et bien, g fois sinus alpha fois t, c'est égal à 0. Donc Vx de 0, c'est en fait la constante. Donc la constante, en fait, prenez cette habitude-là, c'est... prenez peut-être pas cette habitude-là. Faites ce travail-là quand même. Je vais vous apprendre à le faire, on ne sait jamais. Il peut peut-être y avoir des cas un peu fourbes. Je cherche la constante. Donc Vx, je me place en un point où je connais la vitesse, hein, bien sûr. Hein. Si je connaissais la vitesse au bout de 10 secondes, j'aurais fait Vx de 10. J'aurais pas fait Vx de 0, bien sûr. Mais les 3/4 du temps, on connaît la vitesse initiale, c'est-à-dire en t égale 0. Donc là, je vais avoir Vx de 0 égale ici 0, plus constante. Donc la constante, c'est égal à Vx de 0. Et Vx de 0 vaut combien? Bah, disons qu'au début, voilà, je suis sur mes skis et je me lâche à vitesse nulle. Voilà, c'est-à-dire que je me laisse juste tomber. Mais au début, juste avant de me laisser tomber, je n'avançais pas. Donc on va dire que, par supposition dans mon exercice, que Vx de 0 est égal à 0. Ça me permet de faire quoi, ça? Ça me permet de dire que ma constante, en fait, elle n'y est pas. Je n'ai pas de constante. Ok, bon, allez, c'est presque fini. Maintenant, je veux x de t. Oui, je vous ai dit, je voulais l'équation horaire du mouvement. Ça, c'est pas l'équation horaire du mouvement, c'est l'équation horaire de la vitesse. Donc, si je veux le mouvement, donc du coup, x de t, je sais quoi? Je sais que la vitesse, c'est la variation de la position par rapport au temps. Ok? Donc, du coup, en fait, là, j'ai dx de t sur dt, qui est égal à g sinus alpha t. Je suis en train d'écrire la même chose que ce que j'ai au-dessus, hein. Je suis juste en train de vous dire qu'en fait, la vitesse selon x, c'est la variation de la position de x. Ok. Et je fais comme tout à l'heure. Je dois primitiver cette fonction-là. Là, j'ai une fonction linéaire. Quand j'intègre une fonction linéaire, je vais tomber sur une fonction parabolique. Donc là, si vous regardez ça ici, j'intègre ça, donc x de t est donc égal à g sinus alpha t au carré. Et oui, parce que quand je vais dériver t au carré, ça va se retrouver en t. Quand je vais dériver t, ça va se retrouver en rien. Tout va bien. Ah oui, mais quand je dérive t au carré, il y a le 2 qui descend. Il faut que je pense du coup à le diviser. Attention à ça. Pourquoi? Bah, regardons en dérivant. G sinus alpha t carré, je dérive ça, ça fait 2g sinus alpha t. Oui, mais divisé par 2, ça fait 1, du coup le 2 se simplifie. Est-ce que j'avais un 2 là? Non, donc c'est bien normal. Il faut que je pense à diviser par 2. En fait, il faut que je pense à diviser par l'exposant qui est ici. Si ça avait été t au cube, j'aurais divisé par le 3 qui est ici, par exemple. Et ben voilà. Ah non, pas encore. Il y a là aussi une constante. Oui, mais où est-ce que je suis au moment initial? Eh bien, au moment initial, ici, alors, comment je compte ça? J'ai placé l'origine ici quand même. Hein. Donc en fait, je devrais plutôt mettre qu'ici c'est 0, et là, en fait, c'est 100. Pardon, excusez-moi. C'est pas 100 d'ailleurs ici. Les 100, rappelez-vous, ils sont ici. Hein. Donc c'est quoi en fait quand j'arrive ici? 100 mètres, c'est exactement la hauteur. Donc, quand j'arrive ici, j'ai fait combien de mètres finalement? C'est une bonne question à se poser.
Alors moi, il y a un truc intéressant que je connais là. Je connais alpha. Je vous avais dit, on verrait un peu après comment on fait pour se débrouiller pour trouver alpha. Donc juste avant, constante, nul. Parce que je suppose qu'à l'état initial, je suis à 0. D'accord, j'ai placé mon origine là. Généralement, on place l'origine à l'endroit où on part. Et je pars donc du coup à 0. Il se peut que de temps en temps, vous ne partiez pas de 0. Là, c'est pas le cas. Voici l'équation horaire du mouvement. Ça vous dit quoi? Vous irez d'autant plus loin que vous vous laissez du temps. Plus vous vous laissez du temps, plus vous allez aller loin. Et d'ailleurs, ça varie plus vite selon le temps que selon la gravité. Donc, pour aller très loin, il vaut mieux beaucoup de temps. Bon, soit. Qu'est-ce qui m'intéresse maintenant? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas fini là. Moi, j'aimerais savoir à quelle vitesse je vais quand j'arrive au bout de la piste, c'est-à-dire ici. Oui, mais la piste, elle fait combien de mètres? Je sais que je suis parti d'une altitude de 100 mètres. Je sais que je suis là dans un triangle rectangle et que ici, j'ai une pente de 6%. Pour l'instant encore, on ne s'embête pas avec les 6%, j'ai une pente de alpha. Quelle est donc la distance? C'est super facile. C'est de la trigonométrie élémentaire. Là, j'ai le côté opposé et je cherche l'hypoténuse connaissant alpha. Bon, du coup, opposé hypoténuse, je sais que j'ai sinus alpha qui est égal à 100 divisé par ce truc-là que je cherche. Je ne sais pas, on peut l'appeler x tot, par exemple, la longueur totale. Donc, la longueur totale est égale à sinus alpha, est égal à 100 divisé par sinus alpha. Alors, petit aparté, intéressant quand même. La fonction sinus est une fonction qui varie entre -1 et 1. Au maximum, elle est égale à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si alpha vaut 90 degrés, c'est-à-dire si je suis sur une pente ultra raide, la verticale tout simplement, alors la distance totale que je vais parcourir, c'est 100 mètres. Est-ce que c'est logique? Bah oui. Si d'un seul coup ma pente elle fait ça, bah oui, je parcours 100 mètres en fait. Je parcours exactement ce que j'avais prévu, l'altitude initiale. Mais moins je vais être penché, plus la distance totale que je vais parcourir va être grande parce que sinus va tendre vers 0. Ok, alors maintenant qu'est-ce que ça nous dit? Je sais que la longueur totale que je vais parcourir c'est 100 sur sinus alpha. Regardons au bout de combien de temps j'arrive à 100 sur sinus alpha. Donc cherchons t tel que x de t égale 100 sur sinus alpha. Bon, quand x de t est égal à 100 sur sinus alpha, j'ai tout simplement, je cherche le temps à l'aide de cette équation que je viens de trouver. Donc je cherche x de t tel que x de t égale 100 sur sinus alpha, mais x de t est égal à g sur 2 sinus alpha t carré. Donc là, je me rends compte que mon sinus alpha, c'est pas de bol. Il va se diviser ici, donc je vais avoir un carré. Au pire, je peux le monter là-haut, ça fait 100 au carré. Non, je vais le laisser en bas, pardon. C'est comme ça, je vais essayer d'isoler t. Donc je divise ici par sinus alpha, donc ça va me mettre ça au carré. Le 2, je vais le monter, ça va faire 200. Le g, je vais le descendre, ça va faire une division par g. Donc du coup, je vais avoir t au carré qui va être égal à 200 divisé par g sinus alpha. Un truc intéressant, 200, rappelez-vous, c'est toujours de se poser la question de la dimension de ce qu'on est en train de faire. Dimension, c'est-à-dire, est-ce que c'est une distance, est-ce que c'est un temps, etc. T au carré, c'est un temps au carré, donc c'est des secondes au carré. Ça, c'est des secondes au carré. Ça me permet en fait de me dire, est-ce que je suis en train de, même si je peux faire des fautes, est-ce que physiquement parlant, je suis quand même correct? Donc le 200 qui est ici, là, donc c'était la hauteur initiale, donc ça, ce sont des mètres. Sinus alpha, comme je vous l'ai dit, c'est un artefact mathématique, sinus, donc c'est rien, c'est pas d'unité. Et g, ce sont des mètres seconde moins 2, c'est une accélération de la gravité. Mètres sur des mètres, ça s'enlève. Oui, mais les secondes moins 2, ils sont déliminateurs, donc si je les monte, seconde carré, c'est bon. J'ai des secondes carrées à gauche, j'ai des secondes carrées à droite. Tout va bien. J'espère que vous êtes à l'aise avec ça, parce que ça, c'est vraiment un outil super puissant pour ne plus se tromper. Hop, je mets à la racine. Est-ce que j'ai besoin de me poser la question de si là-dessous, j'avais éventuellement quelque chose de négatif? Non. Est-ce que j'ai besoin de la deuxième solution moins racine de 200? Rappelez-vous, attention, ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais
quand je mets une racine, j'ai deux solutions. T au carré égale 2 à deux solutions. Je mets t au carré égale 4 à deux solutions. 2 ou moins 2. Est-ce que moins 2 est intéressant ici? Est-ce que le moins ça est intéressant? Ben non. On est en physique. On parle d'un temps ici. Est-ce qu'un temps peut être négatif? Certainement pas. Donc, je n'ai même pas besoin de m'intéresser à la deuxième solution. Voici le temps au bout duquel j'aurais fait la distance totale, ici. Oui, mais à quelle vitesse j'arrive? Eh bien, c'est tout bête. La vitesse à laquelle j'arrive, il suffit de reprendre l'équation de Vx de t et de remplacer t par racine de 200 sur g sinus alpha. Donc Vx de t va être égal à, je pourrais l'appeler t final, ça, hein, je l'appelais t x tot, donc lui ce sera t tot, donc lui j'aurais pu l'appeler t tot aussi. Voilà, là pareil, tot, voilà. Donc Vx de total est égal à g sinus alpha fois t, donc g sinus alpha. Alors on va simplifier un peu le problème là, je vais mettre la vitesse au carré. Pourquoi je fais ça? Racines. Les racines ça m'embête. Pour éviter les problèmes, je vais faire ça, je vais mettre au carré, je vais simplifier ce que je peux simplifier et après je repasserai à la racine et ça m'aura peut-être simplifié des choses. Donc g sinus alpha, donc ça fait g au carré, sinus alpha au carré, multiplié par le temps, donc 200 sur g sinus alpha. Bon, j'aurais pu le laisser là-dedans et mettre ça en racine carrée d'un carré, bon, peu importe. G carré, donc ça enlève le carré. Sinus alpha carré, sinus alpha, ça enlève le carré. Et ben voilà. Voilà la vitesse avec laquelle je vais arriver en bas de la piste. Et on regarde éventuellement l'unité finale, si c'est bien. Alors attention, je suis sur du Vx carré là, donc après je vais l'enlever, ça va faire une racine ici, hop, voilà. Je vois que la vitesse maximale que je peux atteindre, c'est quand alpha égale 90 degrés, donc c'est-à-dire quand sinus alpha égale 1, et qui va être racine de 200 fois g. Je disais dimension, ça c'est des mètres, ça c'est des mètres seconde moins 2. Donc ça fait des mètres fois des mètres, c'est-à-dire des mètres carrés, fois seconde moins 2. Oui, mais racine, mètres par seconde, ça fait bien une vitesse. Tout va bien. Alors, je disais, donc,